La date est le 14 mars 1945. Un seul bombardier à vol Lancaster roule sur une piste dans le Lincolnshire, en Angleterre. Il est assis si bas sur son train des Apple, atterrissage que les équipes au sol se demandent si les pneus pourraient exploser avant le décollage. À l'intérieur de son ventre se trouve une bombe qui pèse plus que certains avions de combat. 22 000 livres des EAPO, acier trempé et des EAPO, explosifs Torpex. Le pilote, le chef des EAPO, escadron C.C. Calder, sait que son avion transporte une arme que 5 forteresses volantes B-7 américaines ne pourraient pas soulever. Même si vous les enchaînez, il ne s'agit pas ici de propagande ou de rivalité nationale. Il s'agit de pure mathématiques, de réalité technique et d'une différence fondamentale dans la façon dont la Grande-Bretagne et l'Amérique ont abordé la guerre des bombardiers au-dessus de l'Europe. Le Lancaster n'était pas seulement meilleur pour transporter de lourdes charges. Il existait dans une catégorie complètement différente de capacité de charge utile. Lorsque les équipages de bombardiers américains parlaient des capacités de leurs avions, ils mesuraient les charges de bombes en termes de quantité et de couverture. Le B-17G, la variante la plus courante survolant les Apple, Allemagne en 1945, pouvait transporter un maximum de 8000 livres de bombes lors de missions à courte portée. En réalité, lors des raids à pénétration profonde en Allemagne, ce nombre est tombé à environ 4000 à 6000 parce que Apple, il fallait du carburant pour aller et revenir. Faites le calcul. 5 B-7 travaillant ensemble pourraient théoriquement livrer 20 000 à 30 000 munitions. Mais voici ce que les mathématiques ne vous disent pas. Ces bombes seraient dispersées sur 5 avions distincts, largués depuis 5 points différents dans le ciel, frappant 5 zones des Apple, impacts différentes répartis sur des centaines de pieds. Le Lancaster, en revanche, pouvait mettre 22 000 livres sur un seul point de visée. Un avion, une bombe, une cible. Les implications de cette capacité ont remodelé ce qui était possible en matière de bombardement stratégique. Il y avait dans l'Allemagne nazie des structures qui ne pouvaient pas être détruites par des bombardements en tapis, non pas parce que les Alliés manquaient de puissance explosive, mais parce qu'ils manquaient de concentration de force. Enclos sous-marin avec toit en béton armé de 23 pieds des EAPO, épaisseur. Des viaducs construits par des ingénieurs prussiens dans les années 1840 avec des arches en pierre si massives que EAPO, elles ont survécu à un siècle des EAPO, intempéries et supportent toujours un trafic ferroviaire important. Des usines souterraines creusées à flanc de montagne. Ces cibles se moquaient des bombardements conventionnels. Vous pourriez larguer des bombes de 1500 livres dessus et ne rien accomplir des EAPO, autre que des champs de cratères et les vider EAPO, équipage gâché. C'est EAPO, est là que les capacités uniques du Lancaster sont entrées en guerre. Il n'a pas été conçu pour faire ce que 5 B-17 ont fait. Il a été conçu pour faire ce que les 5 B-7 ne pouvaient pas faire, même en théorie. L'avion pouvait transporter des armes qui enfreignaient les règles régissant les bombardements aériens. Et en mars 1945, il transportait le Grand Slam, une arme si grande que Barn Wallace, son concepteur, l'EAPO, avait conçu avant le début de la guerre, mais l'EAPO avait pas pu la construire car l'EAPO existait aucun avion capable de la soulever. Le Lancaster a rendu possible l'impossible et, ce faisant, il a changé les derniers mois de la guerre européenne d'une manière que les histoires officielles sous-estiment souvent. Barn Wallace l'EAPO a pas commencé avec la conception des EAPO, une bombe. Il a commencé par un problème que les explosifs conventionnels ne pouvaient pas résoudre. En 1939, alors que EAPO, il travaillait chez Vicey Armstrong, Wallace devint obsédé par une question qui l'EAPO empêchait de dormir la nuit. Comment détruire quelque chose qui est construit pour survivre au coup direct? Sa réponse a bouleversé la théorie des bombardements. Au lieu des EAPO, essayer de percer les défenses des EAPO, une cible, il les contournerait entièrement en attaquant le sol situé sous la structure. Il a appelé cela le concept de bombe sismique et cela nécessitait de repenser tout ce que les forces aériennes pensaient savoir sur les armes explosives.
La théorie était élégante mais brutale. Larguer une bombe à une altitude suffisamment élevée, idéalement à 40 000 pieds, et laisser la gravité et LEAPO, aérodynamisme la transformer en un projectile supersonique. La bombe à NEAPO exploserait pas à LEAPO, impact. Au lieu de cela, il percerait le sol, l'argile et la roche comme une balle dans l'eau, s'enfonçant aussi profondément que possible avant la détonation. Lorsqu'elle exploserait finalement entre 90 et 100 pieds sous terre, l'onde de choc se comporterait moins comme une explosion conventionnelle que comme un tremblement de terre localisé. Le sol se soulèverait et ondulerait. Les fondations craqueraient. Les structures conçues pour résister aux explosions de surface s'effondreraient par en dessous parce que leurs concepteurs n'avaient jamais imaginé un vecteur d'attaque venant d'en bas. Wallace et Apo, à bord testait sa théorie sur papier en utilisant des calculs empruntés à la sismologie, à LEAPO, ingénierie minière et à la balistique. La bombe devrait être massive, bien plus lourde que tout ce qui se trouve actuellement dans l'arsenal allié. Il lui faudrait une forme spécialisée, longue et profilée, avec un boîtier en acier trempé conçu pour résister aux forces des EAPO, impact qui briserait des munitions ordinaires. Et surtout, il faudrait que EAPO, il soit rempli de Torpex, un composé explosif britannique 50% plus puissant que le TNT et qui a déjà fait ses preuves dans les mines navales et les grenades sous-marines. En 1941, Wallace avait rédigé ses spécifications. La bombe pèserait 22 000 livres, mesurerait 26 pieds de long et nécessiterait un avion qui EAPO n'existait pas encore. Le ministère britannique de l'Air a examiné sa proposition et l'a mise de côté. Non pas parce que le concept était erroné et que les calculs de Wallace étaient valables, mais parce que EAPO, en 1941, aucun bombardier allié ne pouvait transporter une arme de 22 000 livres sterling. Les plus grosses bombes en service pesaient 2000. 4 bombardiers lourds à moteur comme le Short Sterling et le Henley Page Halifax étaient encore en développement. L'idée d'une bombe sismique était théoriquement fascinante mais opérationnellement impossible. Wallace est donc retourné à sa table à dessin et a conçu une version plus petite, le Talbot. À 12 000 livres sterling, ces EAPO étaient encore énormes par rapport aux normes de 1942, mais ces EAPO étaient dans le domaine du possible si vous modifiez le bon avion. Le Talbot est devenu opérationnel en juin 1944 et a prouvé que la théorie de Wallace était correcte. Largué sur le tunnel ferroviaire de Soma en France, un seul grand garçon a pénétré 60 pieds de terre et de roche avant des EAPO explosés, effondrant le tunnel et piégeant une division allemande Panzer qui courait vers les plages normandes. Maintenant, le ministère de l'EAPO était intéressé. Si une bombe de 12 000 livres pouvait faire cela, que pourrait accomplir une bombe de 22 000 livres? À la fin de 1944, Wallace disposait enfin de son avion, le Lancaster, et de la capacité de fabrication nécessaire pour fabriquer l'EAPO, arme que EAPO, il avait imaginé 5 ans plus tôt. Le grand chelem EAPO était plus théorique. Ces EAPO étaient réels et ces EAPO étaient terrifiants. Le B-7 Flying Fortress n'a pas été un échec. Ces EAPO était un chef des EAPO, œuvre de la philosophie américaine de l'EAPO, ingénierie. Mais il a été conçu avec un profil de mission complètement différent à esprit. Et cette conception l'EAPO a verrouillé dans des capacités qui ne pouvaient pas être surmontées, peu importe à quel point les ingénieurs voulaient repousser les limites. Lorsqu'LEAPO, équipe de conception de Boeing a conçu le B-17 à la fin des années 1930, elle construisait un avion destiné à des bombardements de jour de précision à haute altitude. La théorie était simple. Voler au-dessus de la portée effective de la plupart des flaks. Utiliser le site de bombe de Nordon pour atteindre des cibles industrielles spécifiques et compter sur une puissance de feu défensive de masse. 13 mitrailleuses Browning de calibre 50 pour combattre les intercepteurs. Tout dans la conception du B-7 a servi cette mission. Tout dans sa conception rendait également impossible le transport de munitions très lourdes.
Commencez par la soute à bombe. La soute à armes interne du B7 mesurait environ 11 pieds de long et un peu plus de 3 pieds de large à son maximum. Il était divisé en deux sections divisées par une poutre structurelle qui soutenait aile et apôt, aile de aile et apôt, avion. Ce N et apôt était pas un défaut de conception. C et apôt était un choix délibéré. Cette poutre centrale supportait des charges structurelles massives, maintenant les ailes attachées lors des manœuvres à jet élevé et des atterrissages difficiles. Vous ne pouviez pas le retirer sans affaiblir fondamentalement la cellule. La soute à bombe divisée fonctionnait parfaitement pour la charge utile prévue du B7. Des racks de bombes polyvalentes de 500 ou 1000 livres soigneusement empilés et lâchés selon des modèles. Mais cela a créé un plafond rigide sur ce que l'avion pouvait physiquement contenir. La plus grande arme que EAPO, un B7 pouvait transporter en interne était la bombe 2000B, et même cela nécessitait de retirer certains des râteliers à bombes. Ensuite, il y a le problème du poids. Le B-17G avait une masse maximale au décollage de 65 500 livres. Soustrayez le poids de la cellule de 365 à vide et vous vous retrouvez avec 965 pour le carburant, aile et apôt, équipage, les munitions et les bombes. Lors des EAPO, une mission longue distance à Berlin ou au-delà, le B-7 avait besoin des EAPO, environ 2800 gallons de carburant, ce qui pèse environ 17 000 livres. Ajoutez 10 membres des EAPO, équipage avec leur équipement, leur système des EAPO, oxygène, leurs munitions pour tous ces canons défensifs, et tout à coup, votre charge de bombes disponible diminue considérablement. Le maximum théorique de 8000 EAPO existait sur papier que pour des missions à courte portée où EAPO, on pouvait sacrifier du carburant. Lors des opérations de combat réels en Allemagne en 1944 et 1945, la plupart des B-7 transportaient entre 4000 et 6000 bombes, car rien de plus signifiait que vous ne rentreriez pas chez vous. La doctrine américaine de bombardement stratégique n'y voyait pas une limite. Il y voyait une solution optimale. EAPO, USAF croyait aux formations massives de bombardiers saturant une zone cible avec des centaines de bombes plus petites. La théorie était que la précision signifiait placer suffisamment d'explosifs sur une zone cible générale pour que quelque chose d'important soit touché. Un seul B-7 ne pourrait pas détruire une usine de roulement à billes, mais 300 B-7 larguant 1200 tonnes de bombes pourraient anéantir l'ensemble du complexe industriel. Cette approche a fonctionné pour des zones cibles telles que les villes, les relars et les quartiers des EAPO, usines. Il a complètement échoué contre des cibles ponctuelles telles que des enclos sous-marins, des viaducs massifs ou des bunkers souterrains où il fallait une profondeur de pénétration et une force explosive concentrée, et non une zone de couverture. Le B-17 n'allait jamais remporter un grand chelem. La bombe mesurait 26 pieds de long, soit plus de 2 fois la longueur de la soute à bombe du B-7. Il pesait près de 3 fois la charge maximale de bombe du B-7 et plus de la moitié de la capacité de charge utile totale de EAPO, avion, carburant compris. Vous ne pouviez pas modifier votre façon de sortir de ces contraintes. Le B-7 était ce que EAPO, il était, un avion brillant construit pour une mission spécifique dont les bombardements ultra-lourds ne faisaient tout simplement pas partie. Le Lancaster a existé parce que les Britanniques ont fait le pari calculé en 1940 que plus gros était mieux et que EAPO, ils étaient prêts à sacrifier des EAPO, autres capacités pour y parvenir. Lorsqu'elle EAPO, équipe de conception des EAPO, avait au dirigé par Roy Chadwick a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le Lancaster, LN EAPO, essayez pas des EAPO, égaler le B-7. Ils essayaient de le réaliser par un facteur de 3. EAPO, avion qui a émergé était un bombardier lourd quadrimoteur avec une priorité absolue. Capacité de bombe maximale avec une flexibilité maximale. Toutes les autres considérations, EAPO, armement défensif, le confort de EAPO, équipage, la portée opérationnelle, venait en deuxième position après la question de savoir quelle puissance destructrice vous pouviez suspendre sous les ailes et délivrer à une cible.
LEAPO, innovation clé était la soute à bombe elle-même. La soute à armes internes du Lancaster mesurait 33 pieds de long et SEAPO, étendait sans interruption juste derrière le cockpit jusqu'EAPO, à bien en arrière des ailes. Pas de poutre de séparation centrale, pas des EAPO, interruption structurelle, juste une énorme caverne qui pourrait avaler des armes que le reste du monde considérait comme trop grandes pour un transport aérien. La configuration standard autorisait 14 000 livres de bombes, ce qui dépassait déjà le maximum du B-7. Mais Chadwick et son équipe savaient que ce chiffre n'était qu'un début. Ils ont conçu les portes de la soute à bombe pour que EAPO, elles soient amovibles et remplaçables par des carénages bombés qui SEAPO, étendaient vers le bas, créant encore plus de volume interne. Lorsque vous avez installé la modification de la baie bombée, le Lancaster pouvait accueillir des armes jusqu'EAPO, à 33 pieds de long et transporter des poids qui NEAPO aurait pas dû être possible sur le plan aérodynamique. LEAPO, ingénierie structurelle requise pour réaliser ce travail était extraordinaire. Le fuselage du Lancaster utilisait une structure des EAPO, inspiration géodésique avec des longerons porteurs massifs sur toute la longueur de LEAPO, avion. Les ailes étaient attachées à un nœud structurel central qui répartissait le poids sur plusieurs points de contrainte plutôt que de le concentrer sur une seule poutre. Cela signifiait que LEAPO, avion pouvait supporter des charges asymétriques et des déplacements extrêmes du centre de gravité qui déchiraient les ogres bombardiers. Lorsque vous accrochiez un grand slam de 22 000 livres sous un Lancaster, le centre de gravité de LEAPO, avion se déplaçait considérablement vers LEAPO, arrière et vers le bas. Le train des EAPO, atterrissage des SEAPO, est comprimé sous le poids, mais la cellule a tenu le coup car elle a été conçue dès le départ pour gérer exactement ces scénarios. Le pouvoir était l'autre pièce du puzzle. Le Lancaster utilisait 4 moteurs Rolls-Royce Merlin, les mêmes centrales légendaires qui ont fait le succès des chasseurs Spitfire. Dans le Lancaster, il et SEAPO agissaient de Merlin Xaxis ou Faye, produisant chacun 1280 chevaux. Ensemble, ces 4 moteurs généraient 5120 chevaux, soit suffisamment pour soulever une masse maximale au décollage de 72 000 livres. Lorsque vous chargiez un grand chelem, le Lancaster fonctionnait en fait à des poids dépassant 70 000 livres, repoussant les limites absolues de ce que les moteurs et la cellule pouvaient supporter. Les courses au décollage ont duré plus longtemps. Les taux de montée sont tombés à peine 200 pieds par minute, mais LEAPO, avion à voler, et SEAPO, est ce qui comptait. Les modifications apportées aux opérations du Grand Chelem allaient au-delà du Bombay. Les ingénieurs ont retiré la tourelle supérieure médiane du canon pour gagner du poids et réduire la traînée. Ils ont retiré le blindage qui protégeait LEAPO, équipage. Certaines missions ont même volé avec des charges de carburant réduites, acceptant une portée plus courte en échange de la capacité de transporter la bombe massive. Ce n'étaient pas des compromis que les Américains auraient acceptés. La doctrine de LEAPO, USAF mettait LEAPO, accent sur la survie de LEAPO, équipage et la capacité défensive, mais les Britanniques opéraient sous des contraintes différentes en 1945. La guerre était presque gagnée, mais il restait encore des cibles que les bombardements conventionnels ne pouvaient pas atteindre. Le Lancaster, avec sa soute à bombe bombée, offrait au commandement des bombardiers une capacité qui LEAPO existait nulle part ailleurs dans LEAPO, arsenal allié. La capacité de lancer une arme d'une taille et d'une puissance sans précédent vers un seul point précis. En mars 1945, moins de 30 Lancaster avaient été spécialement modifiés pour remporter le Grand Chelem. Ils opéraient au sein de LEAPO, Escadron 617, les célèbres Dame Buster, dans des missions de vol que les équipages de bombardiers réguliers NEAPO avaient jamais vues. Le viaduc de Berfeld était devenu à parts égales un symbole de la résilience de l'ingénierie allemande et de la frustration alliée. Construit entre 1845 et 1847, cet immense pont ferroviaire transportait la ligne ferroviaire principale en rame et hanovre à travers la vallée du Johannesbach, dans le nord-ouest de LEAPO, Allemagne. Ces 23 arches en pierre,
chacune mesurant 15 mètres de haut, ont été conçues par des ingénieurs prussiens qui ont construit des structures qui dureront des siècles. En mars 1945, le viaduc avait survécu à 54 bombardements distincts. La RAF y avait lancé plus de 3500 tonnes de bombes conventionnelles. Les B-17 et B-24 américains avaient ajouté leurs propres tentatives. Les champs environnants étaient criblés de cratères. Des tronçons de voies ont été heurtés et réparés des dizaines de fois. Mais le viaduc lui-même, ses arches massives en pierre, restait debout, transportant toujours le trafic militaire allemand vers les lignes de front qui se rétrécissaient. Il ne agissait pas seulement des un pont. Le viaduc de Berfeld représentait tout ce qui n'allait pas avec les bombardements stratégiques contre des infrastructures durcies. Vous pourriez frapper à proximité. Vous pourriez frapper autour. Mais en réalité, détruire des ouvrages en pierre du XIXe siècle construits avec des arches de 3 pieds d'épaisseur exigeait quelque chose que les bombardements conventionnels ne pouvaient pas réaliser. Force de pénétration concentrée en un seul point structurel. Les arches du viaduc répartissaient le poids si efficacement que même les tirs directs de bombes de 2000 livres ne faisaient que écailler la pierre. La structure était trop massive, trop bien conçue, trop fondamentalement solide pour être détruite par des explosions en surface. Le 617e escadron reçut ordre le 13 mars 1945. Un Lancaster, un Grand Chelem, une cible. Le chef des escadron CDER piloterait le Lancaster modifié transportant la bombe sismique. Le profil de la mission était inhabituel, même selon les normes du commandement des bombardiers. Le Lancaster volerait seul, sans formation, ni escorte de chasseurs sur la majeure partie du parcours. Il grimperait jusqu'à 20 000 pieds au-dessus de la cible, bien plus haut que la normale pour un bombardement de précision, car le Grand Chelem avait besoin des altitude pour atteindre sa vitesse terminale. Le site de la bombe serait le Mark 15 avancé et le bombardement se ferait visuellement à la lumière du jour. Tout dans la mission violait la doctrine standard, mais celle-ci avait déjà échoué 54 fois. Le 14 mars, est levé avec un ciel dégagé sur le Lincolnshire. Rare chance pour une mission de bombardement de précision. Appelé alors que le Lancaster décollait à Héron à 9h45, se débattant dans les airs avec sa charge utile de 22 000 livres, entraînant avion vers le bas. La montée à altitude opérationnelle a duré 45 minutes. Les 4 moteurs Merlin hurlaient à puissance maximale pour soulever le bombardier surchargé. Au moment où ils traversèrent espace aérien allemand, le Lancaster était seul dans un ciel hostile, trop lourd pour manœuvrer de manière agressive si des chasseurs apparaissaient. Mais les effectifs de chasseurs allemands étaient effondrés en mars 1945. La plupart des avions restants de la Luftwaffe étaient cloués au sol faute de carburant. Le Lancaster a continué son vol sans être inquiété. À 12h47, le viaduc de Berfeld est apparu. Couldé a amené le Lancaster dans sa course de bombardement, le maintenant stable à 20 000 pieds pendant que le viseur de bombe alignait le tir. Le Grand Slam était suspendu dans la soute à bombes ouvertes, ses ailerons de stabilisation visibles sous le ventre de avion. À 12h49, arme est détaché. Pendant un instant, rien ne sembla se produire. Le Grand Chelem a disparu si rapidement qu'on aurait presque dit qu'il avait tout simplement disparu. Puis est venu le poids. Un Grand Chelem tombant de 20 000 pieds prend environ 40 secondes pour avoir un impact. Coude a fortement incliné le Lancaster pour éloigné de la zone des explosion, ne sachant pas exactement à quoi attendre. Personne n'en avait jamais laissé tomber sur un pont auparavant. La bombe a frappé à 30 pieds de la base du véhicule, pénétrant profondément dans la terre avant des exploser. L'explosion, lorsqu'elle s'est produite, n'était pas la boule de feu spectaculaire des bombes conventionnelles. Ces était quelque chose de différent.
Une onde de choc ondulante et ondulante qui a traversé le sol lui-même. Deux des massives arches de pierre se sont effondrées immédiatement, leurs fondations brisées par des forces souterraines auxquelles elles n'avaient jamais été conçues pour résister. Une section de 200 pieds du viaduc tombait dans la vallée en contrebas. Ce qui est Apo est passé sous le viaduc de Berfed quelques millisecondes après Apo. Impact révèle pourquoi le Grand Chelem a fonctionné alors que des milliers de tonnes de bombes conventionnelles avaient échoué. Il ne s'agissait pas seulement de puissance explosive. Il s'agissait de physique, de timing et de compréhension du comportement des ondes de choc dans différents milieux. Lorsqu'une bombe standard de 1000 livres explose à la surface, environ 95% de son énergie se dissipe dans l'air. Apo, explosion, la chaleur et la fragmentation se propagent vers Apo, extérieur dans une sphère, mais seule une infime fraction de cette force pénètre réellement dans le sol. Apo est spectaculaire à regarder et efficace contre des cibles faciles comme les bâtiments ou les voies ferrées. Mais contre des structures massives en pierre construites sur des fondations profondes, les explosions en surface sont presque inutiles. Le Grand Chelem fonctionnait selon des principes totalement différents. À partir du moment où il a quitté la soute à bombe de Lancaster à 20 000 pieds, Apo, aérodynamique et la gravité Apo, ont transformé en une arme cinétique avant que Apo explose. La forme de la bombe, une longue lame profilée avec un cône avant en acier trempé, a été conçue pour minimiser la résistance de Apo, et maximiser la vitesse terminale. Au moment où il a atteint le niveau du sol, le Grand Chelem roulait à environ 750 000 par heure, juste en dessous de la vitesse du son. Cette vitesse combinée à 22 000 livres de masse a créé une énergie cinétique mesurée en millions de pieds-livres. La bombe ne tombait pas seulement, elle frappait la Terre comme un météore. Le boîtier en acier trempé était ici essentiel. Barn Wallace a spécifié un corps en acier forgé des Apo, une seule pièce avec des parois suffisamment épaisses pour résister aux forces des Apo, impact qui briserait la fonte ou les douilles de bombes standards. Lorsque le Grand Chelem a touché le sol, Apo, argile et la roche à 750 millitampu, le cône avant Apo, est légèrement comprimé mais a conservé sa forme, créant un projectile auto-excavateur qui Apo, est enfoui vers le bas. Apo, élan de la bombe Apo, a transporté à travers des couches de terre qui auraient stoppé les armes conventionnelles. Les recherches sur la mécanique des sols menées après la guerre ont montré que le Grand Chelem pénétrait généralement entre 90 et 130 pieds selon la composition du sol. Dans le cas de Berfeld, des études géologiques ont suggéré une profondeur de pénétration des Apo, environ 95 pieds avant que la mèche ne déclenche la détonation. Maintenant, Apo, effet du tremblement de terre a commencé lorsque le 9e 135 livres des Apo, explosif Torpex a explosé à 95 pieds sous terre. L'explosion n'avait d'autre issue que la terre ferme. Contrairement à l'air qui se comprime facilement et absorbe les ondes de choc, le sol et la roche transmettent l'énergie sismique avec une efficacité brutale. Apo, explosion a créé quoi? Les sismologues appellent une onde de choc roulant au sol qui se déplace le long de la surface tout en générant simultanément des ondes de compression qui se déplacent à travers le sous-sol. Cette combinaison a produit des effets similaires à ceux d'un séisme mesurant entre 4,0 et 4,5 sur l'échelle RTER concentrée sur une petite zone. Les arches en pierre viaducte construites dans les années 1840 ont été conçues pour supporter les charges verticales, le poids des locomotives et des wagons de marchandises passant au-dessus. Ils pouvaient même supporter des charges de vent latéral et des tassements mineurs du sol, mais Apo ont jamais été conçus pour une accélération verticale par le bas. Lorsqu'Apo, onde sismique a frappé les fondations du puits, la structure en pierre a connu une accélération vers le haut, suivie des Apo, un mouvement rapide vers le bas alors que le sol se soulevait et Apo abaissait. Les arches essayaient de se plier des Apo, une manière que leur construction rigide en pierre ne pouvait pas accommoder. Des joints de mortier qui avaient tenu pendant un siècle se sont fissurés.
La géométrie des arcs soigneusement équilibrés qui répartissaient les charges depuis si longtemps est soudainement devenue un handicap car les différentes parties de la structure se déplaçaient à des vitesses différentes. LEAPO, effet camouflage. La cavité souterraine créée par LEAPO, explosion, a ajouté une autre couche de destruction. La détonation du Grand Chelem a tout vaporisé dans un rayon des LEAPO, environ 40 pieds du centre de LEAPO, explosion, créant un vide sphérique dans la Terre. Lorsque l'onde de choc est passée, cette cavité s'est partiellement effondrée, créant des déplacements secondaires du sol qui ont continué pendant plusieurs secondes après l'explosion initiale. Les fondations qui LEAPO avaient pas échoué se sont immédiatement retrouvées sans soutien, suspendues au-dessus de vides nouvellement formés. C'est LEAPO, et pourquoi des témoins ont rapporté que le viaduc LEAPO avait pas simplement explosé. Il semblait s'affaisser et s'effondrer par étapes, comme si le sol en dessous était devenu liquide. La différence fondamentale entre les bombardements lourds américains et britanniques ne résidait pas dans la question de savoir quel pays construisait le meilleur avion. Il s'agissait de deux philosophies incompatibles sur la façon de gagner une guerre aérienne. Lorsque vous placez 5 B-17 sur une cible contre un Lancaster transportant un Grand Chelem, vous ne comparez pas seulement les numéros de charge utiles. Vous comparez deux théories différentes de la destruction, deux approches différentes du risque et de la concentration des forces, et deux réponses différentes à la question de savoir ce que le bombardement stratégique était censé accomplir. 5 B-7 lors des LEAPO, une mission typique de 1945 transporterait environ 20 000 à 25 000 livres de bombes combinées, soit à peu près LEAPO, équivalent des LEAPO, un seul Grand Chelem en poids. Mais ces bombes seraient réparties sur 5 avions volants en formation, éventuellement répartis sur 300 à 500 pieds des LEAPO, espace horizontal. Chaque bombardier visait indépendamment en utilisant son site de bombardement Nordon, essayant des LEAPO, atteindre la cible, mais sachant que bombarder à 25 000 pieds avec une certaine précision était plus un espoir que LEAPO, une certitude. Même avec de bons équipages et des conditions optimales, une erreur circulaire probable, le rayon dans lequel 50% des bombes atterriraient, était généralement de 1000 pieds ou plus. Cela signifiait que vos 5 B-7 bombardaient effectivement un cercle de 4000, en espérant que la cible se trouvait quelque part à LEAPO, intérieur de cette zone. Le modèle de distribution est extrêmement important lorsque vous analysez l'effet destructeur réel. Ces 20 000 bombes ne seraient pas une pièce individuelle de 1000 livres. Ce serait probablement un mélange. Quelques bombes polyvalentes de 500 livres, quelques 1000 livres, peut-être quelques incendiaires, selon la cible. Chaque bombe exploserait sur ou près de la surface, créant son propre cratère et sa propre zone des LEAPO, explosion. Contre des cibles faciles comme les bâtiments en bois ou les gares de triage ferroviaire, cette approche de saturation a fonctionné à merveille. Vous effaceriez tout ce qui se passe dans ce cercle des LEAPO, un quart de mile. Mais contre une cible ponctuelle durcie, un enclos sous-marin, un viaduc, un bunker renforcé, vous obtiendrez des dégâts de surface dispersés avec un effet structurel minimal. C'est LEAPO, est la différence entre lancer une poignée de gravier sur un mur de pierre et balancer une masse sur un seul point. Le Lancaster avec un Grand Chelem représentait l'option du marteau. Un avion signifiait un point de visée et, en 1945, des équipages spécialement entraînés du 617e escadron atteignaient des probabilités des LEAPO, erreur circulaire inférieure à 300 pieds à partir des LEAPO, une altitude de 20 000 pieds. Plus important encore, les 22 000 livres de force explosive auraient un impact en un seul endroit et pénétreraient à des profondeurs que les bombes conventionnelles LEAPO auraient jamais atteintes. Le mécanisme destructeur LEAPO n'était pas une explosion en surface. Il s'agissait d'une onde de choc souterraine et d'un effondrement des fondations. Vous LEAPO, essayez pas de faire exploser la cible de LEAPO, extérieure. Vous essayez de faire trembler et soulever à terre en dessous jusqu'à LEAPO, à ce que la structure LEAPO effondre par le bas.
Le calcul du risque constituait une autre ligne de démarcation entre les approches. 5 B-7 représentait 50 membres d'équipage. Si vous perdiez un avion à cause de la flak ou des chasseurs, vous perdriez 10 hommes, mais la mission pouvait continuer avec 4 avions. La philosophie américaine acceptait un risque plus élevé en le répartissant sur un plus grand nombre d'avions et d'équipages, pariant que des formations de centaines de bombardiers pourraient saturer les défenses grâce à leur seul nombre. La mission Lancaster Grand Slam a mis tous les œufs dans le même panier. 6 ou 7 membres des EAPO, équipage, un avion, une bombe, une chance. Si la flaque ou une panne mécanique faisait tomber ce Lancaster, la mission entière échouait et elle et EAPO, irremplaçable Grand Chelem, était perdue. Mais en mars 1945, les défenses aériennes allemandes et EAPO étaient suffisamment effondrées pour que les missions de précision des EAPO, un seul avion, puissent survivre, et la RAF accepta ce risque en échange de la capacité de détruire des cibles que les formations de masse ne pouvaient pas toucher. La rentabilité raconte une autre partie de l'histoire. La fabrication des EAPO, un Grand Chelem, coûtait environ $4 000 en 1945. Ces EAPO est cher selon les normes britanniques du temps de guerre, l'EAPO, équivalent de plusieurs mois de salaire pour un ouvrier qualifié. Mais comparez cela au coût d'organisation et de pilotage de centaines de sorties de bombardiers contre des cibles qui ne pourraient pas être détruites par des moyens conventionnels. Le viaduc de Berfeld a survécu à 54 attaques. Combien d'EAPO, avions? Combien de bombes? Combien de vies d'équipage aérien ont été consacrées à tenter de le faire tomber avant que le Grand Chelem ne réussisse une seule mission? Si l'on prend en compte les coûts opérationnels, la bombe sismique est devenue rentable précisément parce qu'elle pouvait accomplir d'une seule manière ce qui autrement nécessiterait des dizaines, voire ne serait jamais réalisé du tout. La carrière opérationnelle du Grand Chelem fut brève. Seulement 41 exemplaires furent largués entre mars et mai 1945, mais leur influence sur la technologie militaire se répercuta pendant des décennies. À la fin de la guerre, les équipes de renseignement alliées se sont déployées sur le territoire allemand capturé pour documenter les dégâts causés par les bombes. Et ce qu'ils ont découvert sur des sites comme Berfeld, le viaduc d'Ansbur et l'enclos sous-marin de Valentine ont fondamentalement changé la façon dont les planificateurs militaires envisageaient les cibles durcies. Le concept de bombe sismique a prouvé que la profondeur de pénétration comptait plus que la puissance explosive de surface pour certaines catégories de cibles. Cette leçon n'a pas disparu lorsque les Lancaster ont pris leur retraite. Elle a migré vers le développement d'armes de la guerre froide et, finalement, vers les munitions guidées de précision qui définissent la puissance aérienne moderne. L'armée de l'air américaine, qui s'était montrée sceptique quant aux bombes super lourdes pendant la guerre, a fait volte-face presque immédiatement après. En 1946, les ingénieurs américains commencèrent à étudier la conception du Grand Slam et les rapports sur les dommages causés par ces missions. Le résultat a été le T-12 Cloudmaker, une bombe sismique américaine de 43 600 livres qui a poussé le concept encore plus loin. Le T-12 EAPO a jamais participé au combat. Il a été développé trop tard pour la Seconde Guerre mondiale et n'a jamais été utilisé en Corée. Mais son existence prouvait que la doctrine militaire américaine avait absorbé les leçons démontrées par la Grande-Bretagne. Il fallait des armes spécialisées pour des cibles spécialisées, et parfois une bombe pénétrante massive valait plus que EAPO, une centaine de bombes conventionnelles. Les armes anti-bunker devenues critiques pendant la guerre froide étaient les descendantes directes des bombes sismiques de Wallace. Lorsque les planificateurs de l'OTAN ont examiné les bunkers de commandement et les silos de missiles soviétiques renforcés, ils ont réalisé que les bombes en fer conventionnelles étaient inutiles. Les soviétiques construisaient des installations avec 20 à 30 pieds de béton armé au-dessus, parfois enfouis sous des couches supplémentaires de terre et de roches. La seule façon de menacer ces installations était des EAPO, utiliser des armes pénétrantes en profondeur, capables de percer la protection aérienne ou, comme dans le cas du Grand Chelem, de la contourner en attaquant par le sol.
Le chasseur de bunkers américain BLU-109 introduit dans les années 1980 utilisait un boîtier en acier trempé et les fusibles spécialisés pour pénétrer dans le béton avant la détonation. C'est exactement l'approche adoptée par Wallace 40 ans plus tôt. Les munitions modernes à guidage de précision ont poussé le concept jusqu'à Apo, à sa conclusion logique en combinant la capacité de pénétration avec le guidage GPS. Le GBU-28 développé pendant la guerre du Golfe de 1991 spécifiquement pour attaquer les bunkers de commandement irakiens pesait 5000 livres et pouvait pénétrer plus de 20 pieds de béton ou 100 pieds de terre. l'EAPO, énorme pénétrateur des EAPO, ordonnance GBU-57 déployée en 2011 pèse 30 000 livres et est conçue pour détruire des installations profondément enfouies que EAPO. Aucune arme conventionnelle précédente ne pouvait atteindre. Ces armes font remonter leur lignée directement au Grand Chelem. Ils sont construits autour du même principe de base que Barn Wallace a prouvé en 1945, rendez l'EAPO, armes suffisamment lourdes, suffisamment dures et suffisamment précises, et vous pourrez détruire des cibles qui étaient auparavant considérées comme invulnérables. Les capacités uniques du Lancaster ont également influencé la philosophie de conception des bombardiers des EAPO, après-guerre, en particulier en Grande-Bretagne. l'EAPO, Avro Vulcan, l'EAPO, un des bombardiers V britanniques qui transportait des armes nucléaires pendant la guerre froide, a hérité de l'EAPO, accent mis par le Lancaster sur la flexibilité de sa charge utile plutôt que sur son blindage défensif. Le Vulcain disposait des EAPO, un nombre minimal des EAPO, armes, mais pouvait transporter une variété stupéfiante des EAPO, armes dans sa soute à bombes caverneuses, notamment des bombes nucléaires à gravité, des bombes en fer conventionnelles et, éventuellement, des missiles anti-navires. Ce choix de conception, qui consiste à donner la priorité à ce que vous pouvez conserver par rapport à la façon dont vous vous défendez, est venu directement de l'EAPO, expérience Lancaster. L'héritage le plus durable est peut-être d'ordre doctrinal plutôt que technologique. Le Lancaster et le Grand Chelem ont prouvé que certains objectifs nécessitent des solutions sur mesure, et pas seulement davantage de ce qui existe déjà. Les forces aériennes modernes disposent désormais d'armes spécialisées pour des missions spécialisées. Des anti-bunkers pour les installations renforcées, des armes thermobariques pour les complexes de grottes, des ogives pénétrantes pour les tunnels souterrains. L'idée selon laquelle une bonne arme peut accomplir ce que 1000 mauvaises armes ne peuvent pas accomplir. C'est EAPO, est la leçon que le Lancaster a enseignée à chaque fois que EAPO, il décollait avec une bombe trop grosse pour que EAPO, un autre avion allié puisse la transporter. Le bombardier lui-même est depuis longtemps retiré, conservé dans les musées où les visiteurs EAPO, émerveillent devant le bombé qui engloutissait autrefois des armes mesurées en tonnes plutôt que EAPO, en livres. Mais le principe selon lequel la capacité de charge utile et la spécialisation des armes peuvent avoir plus d'importance que le nombre reste ancré dans la manière dont les armées modernes envisagent la guerre aérienne. Le Lancaster pouvait transporter ce que 5B-17 ne pouvait pas transporter, car il était conçu pour résoudre des problèmes que les 5B-7 ne pouvaient pas résoudre. Et cette distinction a fait toute la différence là où elle comptait le plus.